Depuis novembre 2018, les médecins peuvent prescrire des visites au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cette façon de soigner les malades peut sembler étonnante, mais elle découle de recherches scientifiques. L'art fait du bien. Devant une œuvre d'art, les visiteurs d'un musée s'arrêtent, contemplent, se questionnent. Cet exercice est une vraie gymnastique pour le cerveau. Un exercice qui serait excellent pour la santé. C'est le pari de Nathalie Bondil. C'est une intuition. Je suis persuadée que la culture et le bien-être apporté donc, par les arts sera aussi important que l'exercice physique et le sport au XXIe siècle. C'est vraiment une conviction absolument profonde. Sous l'impulsion de sa directrice, le Musée des Beaux-Arts de Montréal s'est transformé en laboratoire où l'on étudie les bienfaits de l'art-thérapie. Des personnes atteintes d'autisme, d'anorexie, d'Alzheimer ou d'autres pathologies explorent les collections et suivent des ateliers création. Des chercheurs mesurent l'impact de ces visites sur les patients. Quand on a créé ce comité Art et Santé et quand j'ai présenté cette idée au conseil d'administration du musée, c'était pas du tout évident, c'était pas gagné. Parce que la mission du musée, c'est pas plutôt de s'occuper des collections, de l'histoire de l'art. Quelques années plus tard, quand on voit donc les résultats et quand on sent l'appétit pour ces travaux, eh bien donc il y a une grande fierté donc pour pouvoir, parce que nous nous positionnons comme étant effectivement donc des leaders sur ce terrain. Aujourd'hui, le musée accueille une douzaine de volontaires. C'est important, en fait, de voir qu'il y a différentes façons d'aborder le thème du paysage en art visuel. La moitié d'entre eux sont atteints du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. Ils n'arrivent pas à décoder les émotions. C'est simplement quand on les connaît un peu mieux qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain décalage dans la façon qu'ils ont d'interagir socialement et donc dans leur façon de effectivement exprimer leurs émotions, gérer leurs émotions, leur stress. Vous allez vous apercevoir que finalement certaines situations qui pour une personne normale ne seraient pas du tout stressantes, eux ça va beaucoup les stresser. Le chercheur en neurobiologie Bruno Vicaire travaille avec des personnes Asperger depuis 15 ans. Il veut vérifier si l'art-thérapie pourrait aider à réorganiser les structures du cerveau des autistes pour mieux traiter l'information émotionnelle et sociale. Vu que le cerveau s'est mal développé, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une forme de plasticité qui existe, comme chez tout le monde. Et donc on peut dire, effectivement, l'exposition à des ateliers comme ça va pouvoir changer la plasticité des structures, pas forcément pour revenir vers la normalité, mais simplement pour la changer et puis améliorer certaines des interactions qu'ils auront ensuite avec le monde qui les entoure. Je vais vous présenter des images à l'écran. Avant d'amener des volontaires au musée, Bruno Vicaire leur a demandé de regarder des œuvres d'art sur un écran. Une petite caméra, placée devant les yeux du participant, permet de suivre son regard. Le chercheur a constaté que les personnes Asperger ne concentrent pas leur attention aux mêmes endroits que les personnes neurotypiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Je vais vous inviter à lire les différentes émotions et me dire s'il y en a quelques-unes que vous n'êtes pas certaine ou vous ne savez pas trop comment les définir. Les différences sont évidentes lorsque les œuvres illustrent des personnages et décrivent une scène à caractère social. Par exemple, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui est un bûcheron en fait, qui brandit sa hache et qui va aller donc couper un arbre qui est à côté. Et on s'aperçoit que les personnes normales vont regarder le visage du bûcheron, ils vont regarder la hache et après ils vont regarder l'arbre. Chez les autistes, il n'y a pas du tout ça parce qu'il n'y a pas cette détection de l'intention finalement dans le mouvement du bûcheron. Un artiste qui ne faisait pas partie du groupe des 7, c'est un artiste québécois. Ce matin, le groupe s'attarde aux grands peintres canadiens. Devant les tableaux, une médiatrice explique le processus de création et l'intention de l'artiste. Les participants expriment comment ils perçoivent les œuvres. Et les petites maisons sont cute avec leurs petites couleurs. Ça fait vraiment petit village dans la montagne. À Charlevoix, oui. Les membres du groupe s'inspirent ensuite de ce qu'ils ont vu pour créer leurs propres œuvres. Une quinzaine de projets pilotes, semblables à celui de Bruno Vicaire, sont actuellement en cours.
Le musée emploie même un art-thérapeute à temps complet. On les accompagne, on les écoute et puis ensuite donc, on examine quels sont les impacts. Est-ce que cela est effectivement probant? Howard Steiger, spécialiste des troubles de l'alimentation, a été le premier chercheur à collaborer avec le musée dès 2014. Il est convaincu du pouvoir de l'art-thérapie. C'est connu à travers les études d'imagerie cérébrale que ça active tout un réseau de systèmes cérébral. Ces patientes, majoritairement des femmes anorexiques ou boulimiques, visitent les collections du musée une fois par mois. Elles explorent, entre autres, de quelle façon la représentation du corps humain a évolué avec le temps et à travers les cultures. Elles participent ensuite à un atelier de création dirigé par l'art-thérapeute où elles laissent libre cours à leur imagination. La personne devient tellement perdue dans un monde où le centre de son univers devient son poids, son image corporelle. Ça prend le dessus sur n'importe quoi d'autre. La personne arrête de pouvoir maintenir des relations interpersonnelles adéquates souvent. Les premiers résultats montrent que l'art-thérapie diminue l'anxiété des personnes atteintes d'un trouble de l'alimentation. Les patientes sont souvent des personnes qui aiment être en contrôle et qui ont tendance à intellectualiser leurs sentiments. C'est d'apprendre à lâcher prise. Justement, j'ai la misère à avoir de laisser aller, finalement, puis de ne pas être stressée pour le produit fini. Fait que là, c'est vraiment, on n'est pas obligé de faire ça à la perfection. Tu peux juste t'amuser, essayer de profiter du moment. Les participantes prennent aussi un repas au musée. Ça permet à nos patientes de faire ce qui est dur pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire, c'est de sortir dans un environnement différent, manger des aliments inconnus ou pas typiques. Je ne pense pas que l'art va guérir un trouble de l'alimentation, mais je pense que c'est une clé qui ouvre très bien certaines portes avec lesquelles les gens peuvent avoir perdu contact il y a longtemps. Pouvoir ressentir ces émotions, ça permet de décloisonner la parole, ça permet d'oraliser certains mots, certaines souffrances, certaines douleurs. Et c'est un effet qui est réel, qui est très fort. Bruno Vicaire a compilé les premiers résultats de son étude auprès des personnes Asperger. Après 12 semaines d'art-thérapie, il a demandé aux participants de regarder à nouveau les œuvres qu'ils avaient visionnées au début de l'expérience. Sans surprise, il n'a constaté aucune différence dans la façon dont les personnes neurotypiques observent les œuvres d'art. Chez les personnes Asperger, en revanche, il a noté un changement. Il y a un effet qui est différent pour chacun, mais il y a un effet. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont, alors qu'ils ne regardaient pas, par exemple, le visage sur une œuvre d'art, ils vont se mettre à regarder le visage, parce qu'ils ont compris que c'était une information qui était importante dans la peinture. Donc ça nous permet de dire que l'exposition à ces ateliers, ça a changé quelque chose en eux. Ça a fait que peut-être ils ont compris mieux l'esthétique ou l'émotion qu'il y avait dans le tableau. Il n'est pas question d'amener des autistes à penser et agir comme tout le monde, mais on pourrait peut-être faciliter leurs interactions sociales. On peut espérer en fait qu'effectivement ces ateliers et l'influence qu'on a pu mesurer va être transférée à leur vie quotidienne. C'est un espoir. Depuis le 1er novembre 2018, les membres de l'Association Médecins francophones du Canada peuvent prescrire des visites au Musée des beaux-arts de Montréal. Les patients qui souffrent d'une maladie chronique, d'un problème de santé mentale ou qui sont en soins palliatifs sont particulièrement visés. Le but, c'est de pouvoir amener un autre outil au médecin qui va lui permettre, dans certains cas qu'il va juger pertinent, de pouvoir aider un patient, de pouvoir le soulager en allant au musée. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, trouver des moyens de ralentir, d'apprécier la beauté, de reprendre contact avec nos émotions devient essentiel à notre bien-être.
Dans une société où on est de plus en plus urbanisé, où finalement la majorité des citoyens vont vivre dans des villes, eh bien donc les musées vont s'imposer comme des lieux de rencontre, des lieux de recentrement à la fois sur soi, mais en même temps pour rencontrer les autres.